Bonsoir à tous. Arrêt sur image. Ces élèves sont inscrits sur le tableau du déshonneur. Regardez ces images qui sont dans des espaces destinés à distiller le savoir. Fosco ou fiasco, gouvernement scolaire ou putsch de la connaissance, en tout cas, nudité, Zimbré, Dagal Sayaram franchissent les portes de l'école. Ce n'est pas un fait divers dans Belle. On pose la question, le débat, on met le curseur avec un pédagogue, un historien, un archiviste. Lui, il a le stylo rouge et vous connaissez sa voix, son image. C'est une signature. Professeur Mbaye Thiam, que nous avons l'immense plaisir de recevoir dans Belle Podcast 3 mois après. Professeur Mbaye Thiam, un plaisir de vous rencontrer. Bienvenue dans cette émission. Merci. Papa Lune, le plaisir est plus important encore chez moi. Je dois dire que beaucoup de personnes me manquent depuis 1 an. J'ai été sevré pratiquement de médias. C'est un choix à la fois intellectuel et de principe. Et j'ai énormément de plaisir à revenir parler au pays et à travers votre personne et votre structure. Je dois dire que je suis d'autant plus à l'aise que la dernière fois qu'on a fait une grande émission, toi et moi, c'était à l'occasion du Gamou de Tivaouane. À Tivaouane. À Tivaouane. Et en ce vendredi de jour saint, devoir renouer à nouveau pour parler, je dois dire que je ressens beaucoup de choses. Et je te souhaite à toi, à tous ceux qui sont avec toi, la meilleure des réussites dans ce beau projet, et projet à la fois professionnel et projet de portée nationale. En tout cas, par ma voix, nous, on vous dit merci en majuscule et on s'en arrête là. On va parler de l'école parce que l'école vous a fait et vous n'abandonnez jamais l'école. À chaque fois que les sujets touchent l'école, vous intervenez et vous intervenez avec beaucoup de pédagogie. Professeur, vous avez vu ces images, vous avez vu ce spectacle. J'aimerais bien avoir vos premiers sentiments. Un sentiment de peur et d'inquiétude quand j'ai vu ces dernières images qui nous viennent du sud du pays, qui étaient censées pendant longtemps être un des fleurons de l'éducation dans notre pays. Donc j'ai un sentiment d'inquiétude parce que si l'école est atteinte par la décrépitude, c'est toute la société qui va s'écrouler. J'ai la conviction intime qu'aucune société au monde ne se développe à partir de matières premières, ne se développe à partir de ressources de ceci ou de cela. On se développe à partir de ressources humaines. Or, les ressources humaines sont confortées dans les options politiques et sociales par une société éduquée, une société enseignée, une société formée au savoir d'abord, parce que c'est la principale équation entre l'homme et la nature, c'est la capacité de l'homme à dominer la nature pour en extraire ses besoins. C'est la principale équation sur Terre. La deuxième équation, c'est la capacité de l'homme en société à organiser l'équilibre à l'intérieur de la société du point de vue des libertés. Liberté sociale, liberté politique, liberté économique. Or, tout cela se construit nulle part ailleurs qu'à l'école. C'est l'école qui est le créneau par excellence de construction de la citoyenneté, donc de la communauté, du commun vouloir de vie commune, comme disait Senghor. C'est l'école qui est l'outil, l'instrument par excellence d'accès au savoir, lequel savoir sous toutes les formes, décliné sous toutes les formes scientifiques, mais va devenir de la technique qu'on impose à la nature. Il n'y a pas de nature incapable de satisfaire les besoins d'une société. Même dans le désert, le savoir permet de créer pratiquement l'autosuffisance. Mais si l'école est devenue pratiquement une espèce d'auberge espagnole, où chacun ne trouve que ce qu'il apporte, si l'école n'est plus un espace de construction d'éthique, de morale et de savoir, évidemment, c'est les soubassements de la société qui sont complètement remis en cause. Pourquoi le mal a infiltré cet espace? Cela est dû à quoi?
D'abord, je dis toujours que c'est parce que malgré 65 ans d'indépendance, on n'a pas encore réussi à construire l'école nationale, l'école sénégalaise. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, c'est ma conviction profonde. Parce que quand on voit le débat aujourd'hui autour de l'école, il y a un débat autour des daara modernes, intégrés ou pas, à côté, devant ou derrière, et puis l'école française. On n'a pas réussi. L'indépendance de notre pays, je le rappelle toujours, à s'arrêter pour faire l'évaluation, l'analyse de notre parcours éducatif. Parce que avant que l'école française ne s'installe au début du 19e siècle dans notre pays, mais il y avait des écoles. Il y avait des écoles. Il y avait même des universités. L'université de Pire, ce n'est pas un mythe. L'université de Ndiarandé, ce n'est pas un mythe. L'université de Touba, actuelle, mais c'est la mise en œuvre concrète, mais du projet de Cheikh Ahmadou Bamba de Talane. Donc, on a eu une société très tôt inscrite autour de l'érudition et du savoir. On est quand même l'une des premières sociétés ouest-africaines, pour ne pas dire africaines, qui a créé un gouvernement, un mode de fonctionnement social sous le prisme du livre saint, le Coran. C'est la révolution Torodo de 1776. Mais ceux qui l'ont créé, c'est qui? C'est 12 étudiants sortis de l'université de Pire, qui en rentrant au Fouta ont fait la révolution. Sur la base de quoi? De leur savoir. Et ont créé l'Almamia. Ce passé, cette histoire n'a pas été analysée à l'indépendance pour savoir qu'est-ce qu'on a retenu qui est essentiel pour nous pour faire les bases, les fondations de l'école. On a hérité de l'école française qui s'est installée chez nous au début du 19e siècle, autour des années 1810, 1820. Et on a continué. Pendant ce temps, l'école traditionnelle à la sénégalaise, qu'on l'appelle Dara ou autre, a continué à fonctionner sur les plates-bandes. Et c'est 60 ans après qu'on essaie, plus ou moins, de moderniser le Dara ou de l'intégrer à l'école ou de transformer l'école pour une synergie avec le Dara. Je veux dire, ça veut dire qu'on est à la recherche, à la quête d'un modèle d'école. Or, Pape Sarr, c'est le modèle d'école, c'est-à-dire le modèle d'éducation et son contenu qui forge le projet de société qu'on veut établir dans un pays. Qu'est-ce que nous, Sénégalais, dans la mondialisation, dans la société de l'information, qu'est-ce que nous voulons être en tant que société? En participant à la mondialisation, en étant solidaire à toutes les sociétés, d'abord africaines, les plus proches, et puis mondiales, parce qu'on n'a pas le choix. Mais dans ce rendez-vous du donner et du recevoir, comme disait Senghor, quelle est notre part de donner? Qu'est-ce qu'on va apporter? Mais ça, c'est ce que nous allons considérer, nous, comme nos valeurs. Notre société, elle est assise sur quelle base commune de valeurs? Du Fouta chez les Halpulaar au Diola au sud, en passant par les Wolofs et toutes les autres communautés, que je n'appelle moi jamais ethnie. Je parle de communauté. La nuance est extrêmement importante chez moi. Pourquoi? Mais parce qu'une communauté, c'est un groupe qui a une histoire commune, un vécu commun, des convictions communes. Une ethnie, pratiquement, c'est un groupe à la limite sorti de la forêt et qui cherche son chemin. Or, nos sociétés, en rencontrant les Arabes par la religion, en rencontrant les Français par la colonisation, avaient déjà été créé une communauté politique sous un empire. On est quand même un des rares pays en Afrique où il y a eu un empire qui a fédéré l'ensemble des composantes. L'empire du Jolof, entre Yang et Warxoox, mais commandé les 2/3 du Sénégal aujourd'hui, géographiquement. Et les commandé comment? Mais par un équilibre entre les différentes communautés. Les Jolof étaient des Wolofs, mais qui vivaient dans un espace où la majorité de la population était Peul. La plupart des Jolof descendaient du Fouta, donc avaient des ascendances Sérères, puis Halpulaar, et ont été wolofisés dans l'espace. Ils vivent avec les Peul du Njengel et du Latché, qui démographiquement sont majoritaires, et qui sociologiquement et politiquement, mais étaient au-dessus si la descendance de Ndiadiane avait été respectée. Mais
un équilibre extrêmement intéressant, construit à donner le pouvoir à la minorité Wolof, qui s'appelait Bourba, et l'autonomie à la majorité Peul, qui était le Ardo. Voilà un modèle politique, pratiquement, de consensus autour de la gestion d'un terroir. Et c'est ce groupe mais qui a géré cet espace dont la frontière à l'ouest s'arrêtait à Bargny. Qu'est-ce qu'on a fait de ce passé? Mais surtout, pour revenir à notre question, du point de vue de l'éducation, de la formation, de l'enseignement, comment on n'a pas pu s'arrêter pour dire « Ah, on a fonctionné pendant 1 siècle et demi avec une structure de formation qui est entièrement héritée d'un système extérieur. » Or, ce système était conçu pour une autre société qui avait fait de nous un wagon dans son train. C'était le système français d'éducation et de formation imaginé par Jules Ferry avec tout l'arrière-plan de construction en bas idéologiquement par la loge maçonnique et on l'a implanté. Pourquoi on ne s'est pas demandé que pendant 1 siècle et demi et surtout pendant à partir de 1890 quand on a commencé à structurer l'espace, dans les écoles, il était interdit de parler les langues de notre pays. Oui. Il était interdit de parler Wolof. En milieu Wolof, il était interdit de parler Polar. Il y avait un système qui s'appelait le système du symbole. Le symbole. Quand vous parliez la langue du pays, on vous donnait le symbole et vous étiez le l'âne de la classe. Et il y avait même une répression féroce contre cela. Mais quelqu'un comme moi qui a travaillé un peu sur ces questions en marche n'est pas surpris dans le projet de création de l'école des fils de chef, devenue l'école des otages, devenue l'école des fils de chef. Le gouverneur du Sénégal dit qu'il faut se dépêcher de créer cette école, de créer un réseau d'écoles à travers le pays, parce que, disait-il, et je le cite, l'école est un merveilleux moyen de colonisation. L'école est un merveilleux moyen de colonisation. Si la France nous a bien colonisés, elle est passée aussi, entre autres, par l'école. Qu'est-ce que ça nous a apporté? C'était quelque chose qu'il faut discuter pour savoir. Qu'est-ce que ça nous a coûté? C'est ça les vraies questions, professeur. C'est ça le vrai dialogue national. Mais c'est ça le vrai dialogue. Mais le vrai dialogue national, aujourd'hui, s'entendre entre politiques n'est pas une priorité dans ce pays. C'est pas possible même. D'abord, c'est pas possible parce qu'ils s'entendront sur eux, parce que la seule chose sur laquelle ils s'entendent, c'est qu'ils ne s'entendent pas. Parce que chacun d'eux a le même projet que son voisin. Mais au moins, on peut s'entendre sur la perception du Sénégal au XXIe siècle. Qu'est-ce que c'est que le Sénégal au XXIe siècle? En tant que société, non pas fermée, non pas dans un ghetto, mais une société ouverte. Parce que nous sommes un pays d'ouverture. D'ouverture. L'Empire du Djolof, c'est le prolongement de l'Empire du Ghana et du Mali. C'est le prolongement. Nous sommes un pays, un espace où aucun obstacle matériel, des montagnes, des forêts, des grands fleuves, n'ont empêché les gens d'aller du nord au sud, même quand il n'y avait pas les autoroutes à péage et autres. Et très tôt, on s'est découvert. Quand les gens sont descendus du nord vers le sud, en rencontrant les populations différentes, mais comme dans toutes les sociétés humaines, on s'épie, on ne se fait pas confiance, on se fait la guerre, mais comme on passe son temps à se faire la guerre, on fait la paix, et quand on fait la paix, mais on se socialise, on se mélange par le mariage et par 1000 autres choses qui font que ce pays cette société est une société non pas achevée, mais qui était en construction extrêmement avancée. Elle a été freinée dans son élan par l'impérialisme à travers la traite négrière, puis à travers le système colonial. À l'indépendance, on ne s'est pas arrêté pour forger, pour faire le bilan de notre propre parcours, de nos responsabilités dans ce qui nous est arrivé dans la traite négrière, de nos responsabilités dans ce qui nous est arrivé dans la colonisation. Moi, j'ai fait une thèse de doctorat sur les chefs de canton et de province. Je sais quelle est la part locale de construction du système colonial. Mais c'est la même traversée que la France a eue avec l'occupation allemande, qu'il y a eu dans la guerre des 100 ans, qu'il y a eu dans toutes les guerres. On s'arrête et on fait le point. Si on avait fait le point, on aurait dit notre pays ayant été freiné dans son élan, ayant connu beaucoup de difficultés,
a rencontré pendant 150 ans la France et en a hérité de quoi? Une langue. C'est une langue de communication internationale qui nous ouvre le monde. Est-ce que c'est une raison suffisante pour faire de l'école française notre école? Parce que l'école française, c'est l'école laïque. La laïcité en France, c'est le produit créé par la franc-maçonnerie pour gérer la société à la place de l'Église, pour faire simple. Est-ce que nous nous inscrivons dans ça? Nous avons eu, pendant des siècles, des foyers de formation à travers le Sénégal, d'où sont sortis des érudits qui ont créé, à partir de cette érudition, une forme de leadership apparue entre 1880 et 1900, quand les aristocrates sont tombés après la résistance militaire. Sous quelle forme? Sous la forme d'une réflexion interne extrêmement pointue au plan philosophique, intellectuel, qui ont généré quoi? Qui ont généré les confréries, qui ont pris le relais du leadership social. S'il n'y avait pas les responsables des confréries entre 1890 et 1900, cette société aurait périclité sur bien des choses. Parce que toute société humaine a besoin de leadership et de leaders socialement, sociologiquement enracinés. C'était les aristocraties qui tenaient les royaumes, qui ont été battus parce qu'ils avaient choisi la voie de la résistance armée. Ouais. Et ceux qui ont créé les confréries ont été d'une sagacité intellectuelle parce qu'ils ont analysé froidement la période 1854-1890. Ils se sont rendus compte que ceux qui étaient les plus chanceux sont partis à l'exil. Certains sont revenus, d'autres ne sont pas revenus. Les plus malchanceux sont morts comme la Dior à Dekhali. Est-ce qu'il s'agissait de reprendre le flambeau? Ceux qui ont essayé, comme Maba Diakhou, comme El Hadji Omar, pratiquement n'ont pas réussi à freiner l'avancée coloniale. Que faire? Eh bien, ils ont créé de nouvelles formules de socialisation qui a fait que les populations qui cherchaient des leaders, parce qu'ils sont habitués historiquement à être dirigés. On n'est pas, nous, une société fermée de tribus où pratiquement le lignage fait le leadership. On est une société ouverte. Je t'ai raconté, je l'ai dit tout à l'heure, dans le Jolof, quand Djadjan est mort, il a fallu un consensus extrêmement fort entre Peul et Wolof, mais pour créer. Oui. Donc les consensus d'aujourd'hui, pratiquement, c'est epsilon par rapport à ça. Comment le Jolof a fait pour diriger le Waalo, le Sine, le Saloum, le Kadior, le Bawol et autres pendant 3 à 4 siècles? Comment? Ce n'était pas seulement par la force, on n'était pas encore quand même de ces années. Il a fallu créer des formes de consensus autour d'un projet commun de société. Or, le projet commun de société dans toutes les sociétés humaines, dans toute la traversée historique, c'est la formation, c'est l'éducation qui le fait. Mais l'éducation, chez nous, est d'abord articulée autour de 2 variables. Lesquelles? La variable scientifique. Conquérir le savoir. Être une société de savoir. Parce que c'est le savoir et le savoir seul qui permet à l'homme, organisé en société, de dominer son environnement. On n'a pas besoin d'aller loin. Même les livres saints le disent. Le deuxième, c'est les valeurs. S'articuler autour de notre particularité. Nous sommes des Sénégalais, des croyants en islam ou en christianisme, mais nous ne serons jamais ni des Arabes, ni des Occidentaux. Nous sommes des Sénégalais. Si nous sommes Sénégalais, qu'est-ce que nous avons de particulier en termes de conviction forte au plan social, au plan moral, au plan éthique, au plan de l'organisation, au plan des relations interpersonnelles? Ça, c'est extrêmement important d'aller. Et c'est ça qu'on enseigne dans une école de la République, dans une école nationale. On apprend aux gens à savoir et on crée les liens parce que l'école et l'armée sont les seuls espaces où toute la nation se retrouve. Nous avons la chance au Sénégal d'être un pays tellement ouvert que, contrairement à certains pays en Afrique que je ne citerai pas, mais l'école est un milieu de brassage assumé, où le jeune Diola, le Halpulaar, le Serer, le Wolof, le Sissi, le Khasonké, mais se retrouvent autour de l'accès au savoir, mais autour de liens. D'autant plus solides qu'on les forge à un très bas âge. Les gens se découvrent, se connaissent, s'apprécient.
nouent des relations. C'est ça, nos valeurs. Et dire, qu'est-ce que nous avons à apporter au monde? C'est nos valeurs. Qu'est-ce que nous pouvons négocier avec qui que ce soit? Mais qu'est-ce que nous ne pouvons négocier avec personne? Que dans ce pays, en 2025, l'essentiel du débat tourne autour de est-ce qu'on peut insulter ou pas? Ça fait quoi ce débat? Mais c'est-à-dire que moi j'ai honte de participer, de suivre le débat. Je n'ai jamais participé, mais j'ai honte de le suivre. Mais je suis obligé, parce qu'il faut s'informer. Mais je dis, j'ai honte de suivre le débat sur est-ce qu'on peut insulter ou pas. Est-ce que telle ethnie, tel groupe, j'aime pas le mot ethnie, telle communauté, porte l'injure ou pas? Aucune communauté ne porte l'injure. Le mal, le mauvais est porté par les gens non éduqués. Il se trouve partout. Le mal, comme l'injure, l'insulte, est porté dans toutes les sociétés humaines par les gens qui ont échappé au moule de l'éducation. C'est-à-dire de ce qu'en Wolof on appelle yar. C'est-à-dire insérer dans l'esprit de Pape Alioune Sarr très tôt, dès l'école primaire, qu'on n'insulte pas, parce que c'est pas bon. Point final. Pourquoi c'est pas bon? C'est parce que c'est pas bon. Et l'éduquer à faire en sorte de dire toujours, comme m'avait dit ma mère, quand pour la première fois elle m'avait parlé à la télévision, elle m'a convoqué pour me dire, tu peux continuer à parler à condition que. J'ai dit, quelle est la condition? Il dit, wax lu baax ak wax loo xam. Wax lu baax ak wax loo xam. C'est-à-dire dire le bien, ce qui fait que tous les Sénégalais s'y reconnaissent, non pas parce que Mbaye Thiam est aussi, non, parce que c'est ça le devoir social. Et puis, dire ce qu'on sait, mais ce qu'on sait, on ne peut pas le savoir, ça ne tombe pas du ciel. Ouais. Seuls les prophètes savent sans avoir appris. Mais les humains, mais ils apprennent. Ils apprennent dans un moule qu'on appelle l'école. On enseigne les valeurs. On enseigne la sociabilité, la solidarité, le ngor, le djom, le fit, un catalogue des valeurs qu'on enseigne et dans les langues du pays. Et à côté, maintenant, créer les moyens à cette société de parler au monde. Si nous décidons que nous allons enseigner uniquement en Wolof, c'est bon, c'est notre droit. Mais quand nous irons aux Nations Unies, quand nous irons à l'Union africaine, quand nous irons, on va parler à qui? Si on transforme notre pays en ghetto, mais on peut faire ce qu'on veut. Mais il est essentiel que l'on réinvente l'école. J'ai dit, quelque part, sans accuser personne, que moi j'ai la conviction qu'on n'a pas encore d'éducation nationale. Je le dis avec l'expérience. C'est quoi l'éducation nationale, professeur? L'éducation, c'est le projet de formation à la science et aux valeurs. Le projet de formation aux valeurs et au savoir, qui est le pilier de notre vécu dans la modernité. Comment faire en sorte que tout Sénégalais né au Sénégal, qui entre dans les différentes strates du processus d'accès au savoir, mais soit formé pour devenir un citoyen modèle, un citoyen vertueux, un citoyen qui met la société au-dessus de sa personne, qui s'oblige au devoir avant de réclamer les droits, et qui construit, qui exige de participer à la construction. Et la deuxième chose, mais instaurer la société du mérite. Le mérite. Le mérite par l'école. Le mérite. Quoi, le mérite? Donner à ceux qui doivent diriger, exiger de ceux qui doivent diriger les capacités de savoir à diriger, à orienter la masse. Donner à la masse la capacité de comprendre que diriger ou être dirigé, c'est la même chose, pourvu que la société avance. Celui qui dirige ne dirige pas parce qu'il est le meilleur. Ceux qui sont dirigés ne sont pas dirigés parce qu'ils sont pires que les autres. Non, c'est qu'une société, c'est un partage des rôles, un partage des tâches. Quand j'ai l'habitude, les historiens vous disent quand une société se sédentarise, c'est-à-dire arrête de transhumer et se sédentarise quelque part, la première préoccupation de cette société, c'est d'organiser la répartition des tâches qui deviennent des fonctions.
et qui deviennent à la longue pratiquement une forme d'organisation avec ceux qui dirigent, ceux qui servent, qui travaillent ceci, qui travaillent cela. Et l'ensemble constitue pratiquement de petits ruisseaux qui tous vont vers le fleuve, comme tous les fleuves qui vont vers la mer, c'est-à-dire vers l'objectif commun. Ça, on ne l'a pas fait. Je suis au regret de... Et je le dis parce que moi, je ne connais rien d'autre que l'école. Papa Lune, moi, je suis rentré à l'école en 1958. J'étais tout jeune, on m'a amené à la Dara, dirigé par le marabout de mon père qui lui a donné la vie de Salatul Fatih. Cheikh Tidiane Niang, Mougour Sané Niang, moi, Seydi Hadji Malick. Et c'est là que commençait pour moi l'école. 2 ans après, j'atterris à Dakar en septembre 1959. Mon oncle m'amène à Dakar et me met à l'école. Je ne suis jamais ressorti de l'école depuis. Quand je suis rentré à l'école primaire de Corona, à Rebus, pour faire le CICP, la même année, je ne suis plus jamais ressorti de l'école. Quand je suis rentré à l'université de Dakar, après mon baccalauréat en 1972 jusqu'à aujourd'hui, au moment où je vous parle, je ne suis plus jamais sorti de l'université de Dakar. Je ne connais que l'école. Or, j'ai été témoin de tous les cercles, de tous les cénacles où on a réfléchi sur l'école. J'étais un acteur des États généraux de l'éducation et de la formation. Ouais. J'étais acteur, j'étais enseignant déjà et responsable régional du Sud-Est. Quand le Sud-Est fédérait l'ensemble des enseignants du préscolaire à l'université. Ceux qui ont cassé le Sud-Est, ils avaient un autre projet de société. Parce qu'ils ont perverti pratiquement une vision éducative. Parce que si on avait appliqué les conclusions des États généraux de l'éducation et de la formation, on n'en serait pas aujourd'hui à l'école. Mais parce que ce que l'on voit là, c'est peut-être les conséquences. Vous parliez tout à l'heure des insultes, nous parlions tout à l'heure des défilés obscènes. C'est la faillite parce qu'on n'a pas d'éducation nationale, de l'éducation et de l'instruction. Quelqu'un qui a été éduqué, instruit, il ne peut pas insulter. Mais il ne peut pas. Mais il ne peut pas. Mais pour une raison simple, c'est que j'ai dit tout au début que l'école, c'est l'accès aux valeurs d'abord. Les valeurs, c'est les valeurs sociales. Oui. C'est les valeurs sociales. Parce que c'est les valeurs sociales qui structurent d'ailleurs les valeurs religieuses. Quand on n'est pas un bon citoyen, un bon père de famille, une bonne mère de famille, un bon enfant vis-à-vis de ses parents et de sa communauté, on ne peut pas être un bon croyant. Ça, c'est vrai. De quelque religion révélée que ce soit. Donc, quand on éduque, quand on forme aux valeurs, l'accès au savoir devient plus facile d'ailleurs. C'est pourquoi, dans les daras traditionnels, mais le processus d'accélération de l'apprentissage était extraordinaire. Quelle est la pédagogie qui a permis à Serigne Touba, à Seydi Hadji Malick et à tous leurs descendants, mais de former des milliers de personnes dans des conditions rudimentaires et de leur faire accéder au savoir le plus pointu, non pas seulement vis-à-vis de leur rapport avec Dieu, mais vis-à-vis des besoins de la société. Parce que dans toutes les disciplines, ils ont formé. À Ndiarndé, 27 au moins matières étaient enseignées. En dehors de la connaissance de Dieu et de son prophète, 27 matières. Tout. Qui ont donné quoi? Des Serigne Hadi Touré, mais qui est pratiquement un des fondateurs de l'astronomie dans ce pays. Et de bien d'autres trucs. À côté, il y avait des grammairiens, des ceci, des cela. Ça, c'est... Quand nous avons rencontré la France, qui nous a imposé l'école de Jules Ferry, mais ça nous a rapporté peut-être quelque chose. Quoi? Mais il faut qu'on s'entende là-dessus. En disant, ça, c'est notre histoire. D'avoir vécu 150 ans avec la France, nous a légué quelque chose. C'est quoi? Qu'on peut mélanger avec l'essentiel de ce qui est nous, mais pour entrer dans la mondialisation. Au lieu de cela, on a embarqué dans l'école de Jules Ferry. C'est pourquoi, qu'est-ce que nous voulons construire, professeur? Si on voit tout cela, si on voit aujourd'hui que les débats tournent autour de l'insulte, malheureusement. Et des gourdigés. Et des homosexuels, malheureusement. Et des danses obscènes, malheureusement. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de construire? Ça veut dire que c'est une bombe qui va... En réalité, on est en train de construire la déchéance. Or, ça, ce n'est pas notre projet, nous, société sénégalaise. C'est le projet de gens
qui, de l'extérieur, ont infiltré notre société et font tout pour y arriver. Nous sommes aussi responsables. Ah, mais la principale responsabilité, c'est nous. Moi, je ne reprocherai jamais aux Européens d'être venus chercher des esclaves chez nous. Oui. Si personne ne leur avait vendu d'esclaves, Ça, c'est vrai. ils auraient changé de truc. Je ne reprocherai jamais aux Européens d'avoir voulu nous coloniser. Mais parce qu'ils défendaient les intérêts de la France. Oui. Si les Sénégalais n'avaient pas voulu, dans leur écrasante majorité, toutes composantes confondues, la colonisation ne se serait peut-être pas faite, sinon ce serait fait autrement. Mais moi, j'ai fait une thèse, comme je dis, sur la chefferie dans tous les royaumes sénégalais qui ont affronté Faidherbe, Pinet-Laprade, Jaurès Guibéry et autres gouverneurs. Mais c'est toujours de l'intérieur du royaume que le colonialiste a trouvé des alliés pour faire partir. Quand Dodds est arrivé à Yang Yang le 24 mai 1890 pour chasser Albouri, il avait dans ses bagages Sambala Penda Sangoulé, qui est de même père que Albouri. Le jour où Lat-Dior est mort à Dekhelé, c'est ce jour-là que le gouverneur Zenu a donné le pouvoir à Demba War. Il faut analyser cela. Et c'est pas qu'ici, aussi au Saloum, partout ça s'est passé comme ça. Quand Dodds est arrivé à Yang Yang, il y avait le Kayor, le Bawol, le Walo, le Sine, le Saloum avec lui. Quand Dodds est arrivé au Djolof pour chasser Albouri, ça veut dire que... Oh non, mais ça, c'est pas spécifiquement sénégalais. Quand les Allemands occupaient la France, il y a eu des Français qui ont travaillé avec les Allemands. Heureusement qu'il y a eu un De Gaulle qui est allé à Londres et qui a organisé la résistance. C'est ça l'histoire des sociétés humaines. Maintenant, il faut, à certains ronds-points, quand on arrive, s'arrêter et évaluer. On n'a pas évalué, on a continué dans la lancée du système Senghor, en disant, bon, la France c'est bon, le français encore mieux. Et on a continué avec une école qui a pratiquement dérapé. Surtout que ce qu'on appelle l'éducation nationale aujourd'hui, c'est l'école publique ou c'est l'école privée? Parce que moi, j'ai lu le dernier rapport de l'ANSD. Il y a plus d'écoles privées dans la région de Dakar que d'écoles publiques. C'est-à-dire qu'on a donné la mission de former la jeunesse à des marchands de savoir. Oui. L'État ne cherche pas à faire des bénéfices à l'école. Il s'est désengagé. Au nom de difficultés sociales, la dépense quotidienne ou autre, des familles mais se sont laissés aller. Or, ça sert à quoi pour un père de famille, une mère de famille? De s'astreindre à trimer pour donner à manger à ses enfants. Si après on découvre, quand ils deviennent adultes, mais que c'est pire que ce qu'on... Ça ne sert à rien. Parce que la meilleure réussite pour une famille, c'est la réussite de ses enfants. Oui. Comme me disait ma mère, quand je partais en France, il faut faire le foot, de foot, c'est cet héritage. Or, cette école, elle est encore à penser. Non pas en termes de revendication, en termes de ceci, mais en termes de conception d'un modèle d'école pour former un prototype de Sénégalais dans la mondialisation. Parce que nous sommes dans une société mondialisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, au-delà des technologies de l'information, il est en train de se créer une société qui n'a pas de limite de frontières, dans laquelle la compétition est féroce. Et la plus féroce des compétitions, c'est la compétition culturelle. Ah oui. La culture. Les Occidentaux disent qu'il n'y a plus besoin d'utiliser les canonnaires pour les conquérir. Il faut les conquérir culturellement. Il faut les pervertir. Il faut leur faire perdre leur culture pour adopter la nôtre. La puissance douce. Quand ils l'auront adoptée, mais ils penseront en américain, ils penseront en français, ils penseront en anglais, ils penseront en japonais, en chinois de plus en plus, et ils deviendront pour nous des proies faciles. La culture, qu'est-ce qu'on en a fait dans ce pays? Oui. Parce que la culture, oui. Mais si c'est que danser et chanter, ça c'est du folklore. C'est du folklore. Mais la culture, comme disait le philosophe, et tu en es un, c'est ce qu'on a, ce qui reste quand on a tout perdu. C'est-à-dire, où que tu sois, Baïtiam, dans le monde, sache que tu es un Sénégalais. Tu es un Djolof. Tu es un Sénégalais, tu es un Djolof.
Est-ce que tu es un Wolof Sereer? Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Je vois des débats malsains dans les réseaux sociaux. Wolof ceci, Toucouleur ceci, Sereer cela. Et dangereux. Non seulement, mais parce qu'il est dangereux. Moi, j'étais au Rwanda 6 mois après le génocide. C'est moins différencié le Rwanda que le Sénégal. Il n'y a que 2 groupes, Hutu et Tutsi, qui parlent la même langue. Nous sommes au moins une douzaine de langues ou plus, Oui. et de communautés. Mais parce qu'on n'a pas construit les ressorts culturels à partir desquels ce qu'on considère comme des différences deviennent plutôt des complémentarités, des solidarités à construire, mais on ouvre la boîte de Pandore. Mais parce que, professeur, maintenant, peut-être l'école n'éduque pas autant qu'elle le faisait, ou la famille n'éduque pas autant, ou n'instruit pas autant l'école, et la famille n'éduque pas autant qu'elle le faisait. Maintenant, il y a ce qu'on appelle des canaux d'amplification du mal. Et ces canaux d'amplification du mal, ce sont les réseaux sociaux. Ah oui, mais parce qu'on n'a pas mis dans les réseaux sociaux ce qui permet à nos enfants d'être là-dedans, mais en tant que Sénégalais. Kocc Barma, Serigne Touba, Aladji Malick, Baye Niass, Mamran. Ensuite, surtout, les savoirs. Il n'y a plus de savoir. Quand on active sa connexion, c'est bonjour les insultes. Mais parce que on n'a pas donné les soubassements. Parce que la culture, ça s'acquiert très tôt en amont et ça se consolide, se cristallise avant l'âge adulte. On n'éduque pas un adulte. On ne éduque pas un adulte. On éduque un enfant. C'est pas pour rien que le Wolof dise gone bant bu tooy la mën nañ ko jubanti. Mag bant bu wow la boo jubantee mu damm. Oui. On n'éduque pas. Or, aujourd'hui, c'est les adultes qui se comportent sur les réseaux sociaux qui font que, mais les enfants, voyant ce que font les adultes, mais se comportent en disant, bon, comme les vieux l'ont fait, on peut le faire. Mais je dis toujours que les enfants ont au moins l'excuse d'être des enfants, banquet d'expérience, et de pouvoir être corrigés et rectifiés. Mais si c'est les adultes. Surtout les politiques, ceux qui doivent nous gouverner, qui nous gouvernent. Vous savez, la première génération de politiciens sortis du moule colonial, les Senghor, Mamadou Dia, Jojo Ndiaye, Alioune Badara Mbengue et consorts, Maguette Lo, mais c'était des gens enracinés. Quoi qu'on dise de Senghor, mais c'était quelqu'un d'extrêmement enraciné. Mamadou Dia encore plus. Mais ces gens, parce qu'ils étaient enracinés, il y avait des choses, des comportements, des déclarations qu'aucune autorité ne leur permettait. Quel que soit le niveau. Aucune autorité ne permettait à Mamadou Dia de dire certaines choses ou de faire certaines choses. Parce que daf ko jomb, daf ko rus, daf ko ragal, non pas vis-à-vis de la République, mais vis-à-vis de sa propre famille, de ses amis et autres. Le vieux Abdoulaye Fofana, paix à son âme, qui fut un de nos encadreurs, me disait, quand on était dans le gouvernement, il arrivait que, après un dérapage de quelqu'un d'entre nous, on se réunisse la nuit chez lui ou hors de chez lui pour le recadrer. Li nga wax tay jomb waron nga ko jomb. Waron nga ko rus. Mais aujourd'hui, c'est le concours à l'obscénité. C'est le concours, pratiquement, aux déclarations farfelues. Et du coup, pratiquement, ça paraît normal. Mais en réalité, qu'ils en soient conscients ou pas, ceux qui le font, à quelque bord qu'ils appartiennent, ils sont en train de saper les bases sociales, les bases morales de la société. Quand ces bases seront sapées, il n'y aura aucun soubassement scientifique. Aucun. Moi, j'étais en Corée. J'ai été dans les pays asiatiques. La marque distincte de ces pays, c'est une discipline sociale librement consentie. Au départ, forcée. Mais à l'arrivée, quand les résultats sont apparus, tout le monde s'y est inscrit. Ici, on veut donner au mot liberté le sens de la licence au Sénégal. On veut donner au mot liberté le sens de la licence. C'est-à-dire, quoi? Loi neex def, loi neex wax. Après, on verra. Sauf qu'il arrivera un après, derrière lequel il n'y aura rien du tout. Et ça,
ce n'est pas notre histoire. Ce n'est pas notre société. Notre société est une société... J'ai entendu le ministre actuel, Guirassy, utiliser un concept qui me paraît tellement porteur, mais il faut l'habiller. Ça ne doit pas être des slogans. Il parle de société éducative. Oui, oui. C'est un concept il extrême. Ici, oui. Il a parlé. Il en parle beaucoup. Oui. Mais il faut s'arrêter pour le couvrir, pour y mettre du contenu. La société éducative, ce n'est pas la société d'un clan, d'un parti ou d'une coalition. C'est la société du Sénégal. Elle sera une société dans laquelle on ira chercher au plus profond de nous-mêmes des gens anonymes que l'on considère ne pas être qui parce qu'ils ne sont pas comme Baïcham enseignant à l'université. On confie la réflexion à une élite. Et une élite désincarnée qui crée des concepts sans y mettre un contenu dynamique, c'est-à-dire qui est le fruit de notre évolution socio-historique. Or, il est d'ailleurs heureux de voir qu'au moment où l'école à la française, parce que je n'ose pas l'appeler l'école française, l'école à la France est en crise, naissent sur les plates-bandes d'autres formes d'école. La création de l'université de Touba, la création très prochaine de l'université de Touba et de tout ce qui est en gestation dans ces universités communautaires, structurées autour d'une perception différente de Jules Ferry, du général de Gaulle et d'autres, mais va peut-être, en tout cas moi j'y crois, mais créer les conditions de rattraper ce que les différents gouvernements depuis 1960 n'ont pas su faire. C'est-à-dire créer un modèle de formation, d'instruction, d'éducation aux valeurs convergents, mais qui vont à terme aboutir à un prototype de Sénégalais conscient de sa citoyenneté, citoyenneté pensée en termes de devoir avant des droits, de citoyens du monde, penser que nous ne pouvons pas construire au Sénégal, malgré les richesses qui apparaissent, mais une société heureuse à côté d'un Mali qui souffre, d'un Niger et d'un Burkina qui souffrent. Et du plus loin que l'on peut penser. J'ai récemment fait une communication au ministère des Affaires étrangères sur la gestation de l'Union africaine et de la bataille épique qu'il y a eu entre des gens qui disaient à l'époque « créons tout de suite les États-Unis d'Afrique » avec la sécurité commune. Et le premier truc, c'était sécurité commune, sécuriser le continent avant de créer l'économie. D'autres, comme les Senghor et Houphouët-Boigny, avaient dit non, 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 on crée les États, on les développe et on va après faire les cercles concentriques. L'expérience, il est là. On est plus pauvre aujourd'hui qu'en 1960. Malgré des PIB et des trucs, parce que moi je ne suis pas économiste, mais on est plus pauvre. Parce que à l'époque au moins, mais les gens ne prenaient pas les bateaux pour partir, les pirogues. Et ça, c'est une urgence. Parce que de l'autre côté, les autres pays qui en sont conscients, quand l'autre a parlé du choc des cultures, mais il prévoyait cela. Ça se pose à l'horizon 2030, 2050. 2030, c'est dans 5 ans. Compte tenu des dérapages et des retards, il faut penser qu'au milieu du siècle 2050, on y sera. En 2050, les sociétés qui ne construiront pas ce qu'on appelle le développement, à partir de leur propre perception du développement. Est-ce que nous voulons nous développer comme les Américains, les Canadiens ou les Français? Est-ce que c'est le même modèle? C'est-à-dire beaucoup de jouissances matérielles, beaucoup de soucis, et rien du point de vue spirituel et culturel. Si c'est cela, mais... Ou alors, est-ce qu'on veut se développer autrement? Mais ce autrement, c'est comment? Si on ne répond pas à cette question, on sera culturellement largué. Et quand on sera culturellement largué, la prochaine recolonisation arrivera, non pas en termes d'occupation de ceci ou de cela, mais on va transformer nos pays en succursale de la quincaillerie des autres pays et transformer nos jeunes pratiquement en prébaniers de la culture d'autrui. Et ça a commencé. En tout cas, professeur Mbaye-Thiam, on pouvait rester là jusqu'à demain pour parler de ce thème. Merci beaucoup d'être là. C'est moi qui te remercie, Papa Lune. Et je dois dire que, je ne peux pas dire que le micro me manquait parce que moi je continue à enseigner. J'enseigne à l'université.
Mais j'avais un public très large qui me permettait ils vont envahir la rue, je pense, d'enseigner qui que ce soit. Parce qu'à côté de moi, il y a des gens beaucoup plus aguerris, mais juste participer. Et je te remercie du fond du cœur de m'avoir fait participer à ce que je sais faire. En tout cas, c'est-à-dire essayer de donner ma part, non pas de vérité, mais de savoir, mais à côté de l'immense océan de savoir qu'il y a dans ces pays et qu'il urge de coordonner. Je ne crois pas aux Daara nouvelles. Je le dis ici et maintenant. Je ne crois pas à ça. Je crois à un modèle unique de formation du Sénégalais. Si nous considérons que nous sommes une société de croyants, il faut qu'à l'école, on apprenne aux jeunes chrétiens, aux jeunes musulmans à croire et à bien croire. Et à côté, à savoir et à ne jamais s'arrêter de savoir, comme disait Cheikh Anta. Mais on ne peut pas créer à côté des Daara sous un moderne. Est-ce qu'il faut moderniser le Daara ou daaraïser l'école? C'est une question de portée existentielle. En tout cas, ma conviction intime est que c'est l'école qui nous développera. À condition qu'avant de créer cette école sénégalaise, mais on pense à ce que nous voulons être, nous, Sénégalais, dans le 21e siècle. Si on le sait, on trouvera les contenus à mettre. Ce que nous devons savoir intramuros, ce que nous devons savoir pour pouvoir sortir et être solidaires de tous les Africains, solidaires de tous les peuples, et ouverts à ce que l'autre appelait encore une fois la société du donner et du recevoir. Merci beaucoup. Merci à l'équipe technique Dakar Podcast, très professionnelle, toujours là pour ces podcasts de haute qualité. Abonnez-vous, commentez, likez. C'était BL Podcast spécial avec le professeur Mbaye Thiam. À bientôt avec lui. Je dis ça, je ne dis rien. À bientôt sur BL Podcast.